Rentable, fiable, innovant. Ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin. Dans vos poches. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cet épisode 25, un quart de centenaire, je sais pas comment on dit ça. Un quart de siècle. Un quart de siècle, c'est pas tout à fait comme... c'est pas une mesure de temps, c'est une mesure de nombre d'épisodes, 25, donc 25 fois que vous êtes avec nous. Merci d'être là, merci de nous écrire, de commenter. C'est toujours un plaisir d'avoir de vos nouvelles. Donc cet épisode 25 commence en force, Pierre-Olivier Zappa. On parle de basket. Oui, je sais que c'est quelque chose que t'aimes, les baskets. Oui, j'affectionne les chaussures. Ouais. T'es quelqu'un qui les porte de façon décomplexée. Elles sont toujours très colorées. Oui, effectivement. Mais puis, tu sais, je ne suis pas de ceux, là, parce que, bon, j'ai plusieurs paires de running shoes, comme on les appelle par chez moi. Mais je les porte, tu sais. Puis, je ne suis pas de ceux, parce que j'en connais, là, tu sais, qui collectionnent les chaussures, là, sont dans des genres de démonstrateurs, là, puis qui spéculent sur le fait que tel modèle de telle année va prendre de la valeur. Moi, c'est pas ça. J'achète des chaussures qui me plaisent, puis je les porte. Même parfois dans la neige, là, aux grandes dames des experts. Mais c'est pas nécessairement de ma collection dont on voulait parler, Pierre-Olivier Zappa. Non, c'est un marché de 90 milliards de dollars, le marché des chaussures. Puis quand on regarde les chaussures de sport, là, c'est un segment qui, à lui seul, qui a généré l'an dernier 52 milliards de dollars de ventes. Et pourquoi je vais en parler aujourd'hui? C'est parce que c'est un secteur aussi où il y a énormément de mouvements, où il y a le jeu des tendances, le jeu de la qualité, des stratégies. Et c'est une industrie qui est fascinante. Et le constat qu'on doit dresser cette année, c'est qu'il y a un nouveau joueur qui est en train d'asseoir sa domination et qui connaît une croissance fulgurante, là, plus de 180 % de croissance des ventes en 5 ans depuis la pandémie. Et c'est New Balance. Ouais. New Balance est en train de prendre de court tous ceux qui sont dans l'industrie, qui étaient peut-être assis un peu sur leur laurier, qui n'avaient pas une stratégie gagnante, et ils sont en train de prendre d'assaut le... Là, quand tu parles de assis sur laurier, stratégie gagnante, j'imagine qu'il y a au moins Nike et Adidas là, dans cet ensemble. Absolument. Qui étaient un peu les rivaux à abattre là, dans cet univers-là. Et s'il y a une leçon qu'on doit retenir après cette chronique, c'est qu'il faut à tout prix éviter l'erreur historique qu'a fait Nike un peu avant la pandémie et au début de la pandémie, l'erreur de retirer ses chaussures sur Amazon. Francis, Nike avait une stratégie qui était celle de dire, nous, on veut vendre dans nos boutiques et sur notre site Internet. On veut éviter les intermédiaires. On préfère que les gens achètent leurs chaussures directement de chez nous, qui passent par Amazon ou par Sport Expert ou par quelconque autre vendeur. Et cette stratégie-là s'est avérée une erreur monumentale parce qu'elle a permis à d'autres joueurs d'y aller. Je pense à Brooks, je pense à Nike, je pense à Hoka, de gagner de la visibilité. Puma, Reebok, des marques un peu moins haut du pavé, mais qui ont réussi tranquillement à se faufiler puis à gagner des parts de marché. Ouais. La personne qui magasine sur Amazon et qui se cherche une paire de chaussures ne voit plus Nike. Mais j'ai une question pour toi, parce que, bon, je connais pas les petits détails de tout ça, mais il me semble que de vendre sur Amazon, nécessairement, tu dois laisser une bonne partie la paire de baskets à 100 $, là, tu dois en laisser une part à l'intermédiaire, non? Assurément. Ouais, quand tu vends en direct, tu n'as pas... Mais l'histoire nous démontre, 5 ans après cette décision-là, puis Nike a changé d'idée. Là. Ils sont de retour sur ces plateformes-là. Ils ont dit que c'était une erreur. Ils ont changé de management. Ils ont changé de direction. Mais l'histoire aura démontré que la visibilité que tu gagnes en étant sur ces plateformes-là, elle est inestimable. Elle est hyper importante. Pendant ce temps-là, New Balance a connu une croissance des ventes fulgurantes. Et cette année, ils espèrent en vendre pour 10 milliards de dollars des baskets. Ils sont encore loin de Nike, qui a un chiffre d'affaires qui est quoi? Autour de 47 milliards de dollars. Fait que mais sur Nike le 90, tu me dis, c'est qu'il y a 47 qui est de Nike, puis probablement un peu moins que ça d'Adidas. Mais je veux dire, c'est 3-4 joueurs là, qui contrôlent essentiellement toutes les baskets au monde. Parce que tu pourrais penser... Tu connais la marque On?
Oui, nouveaux joueurs, on en voit partout. Elles sont presque neuves. Là. Moi, je les porte parce que je les aime. Elles sont durables. Ça fait plus d'un an que je les ai. Faut dire que puis Olivier Zappa sort de ses vacances pour être avec nous aujourd'hui au balado. Donc, il a le droit d'être en running. Écoute, puis ça paraît pas, mais je suis en jogging. J'ai mon veston, mais je suis en mou aujourd'hui. Mais tout ça pour te dire que On est parti il y a 5 ans de grosso modo 450 millions de dollars de chiffre d'affaires. Ils sont à 2 milliards en ce moment. C'est encore loin, très loin. C'est une grosse croissance, mais c'est pas un gros joueur nécessairement. Exactement. Il demeure marginal. Mais quand on regarde la croissance, presque tous les joueurs de la catégorie sont en croissance, à l'exception de Nike, qui est en recul sur un an. On est passé de 51 milliards de revenus à 46. Donc, ce joueur-là, face à la compétition, semble mal équipé pour gagner le marathon. Je sais qu'il y avait aussi Under Armour, à un moment donné, qui leur était un peu rentré dedans, mais aussi, il y a eu comme une espèce de... C'est des effets de mode aussi, à un moment donné. Hein. Des joueurs naissent, montent, ils ont très bien compris le marché, puis à un moment donné, ça passe. Puis on dirait que là, je crois comprendre que Under Armour, ça va un peu moins bien. Là. Ils ont comme passé le pic de leur popularité. Et sans connaître les états financiers d'Under Armour sur le bout de mes doigts, il y a aussi des entreprises comme celle-là qui ont une grosse exposition au marché chinois. Et quand il y a beaucoup de volatilité sur le marché chinois, Nike en est un bon exemple, ils sont très exposés au marché chinois. Ça va moins bien. Ça va moins bien pour eux. Et le grand patron de New Balance, qui est une société qui a plus de 100 ans d'ailleurs, M. Preston, l'a dit lors d'une conférence récente avec les analystes à propos de ses chaussures. La mode, c'est les dad's shoes. Les souliers que nos papas portaient dans les années 80-90, là, assez... c'est gros, là. On dirait bulky, là, assez imposante. Ça, c'est la grosse mode en ce moment. Comme les Stan Smith ont été à la mode pour Adidas, comme les Nike Air ont été très à la mode, et là, ce qui propulse New Balance... Tu sais, d'ailleurs, à propos de Stan Smith, là, je vais sortir mon petit chien connaissant de mon chapeau, là, mais c'est la paire de chaussures la plus vendue de l'histoire. J'ai déjà fait une conférence entière sur les Stan Smith. Pour de vrai? Et Stan Smith est un joueur de tennis américain, mais avant de proposer à Stan Smith de mettre son nom sur la paire de running, ils l'ont proposé à un joueur français qui s'appelait Robert Hayet. On pourrait avoir des Robert Hayet dans les pieds. Ça serait Bob Hayet. Ça serait un peu moins vendeur. Mais il avait refusé, en fait, l'entente là, parce qu'il trouvait ça un peu vendu là, de mettre son nom sur une basket, puis il trouvait pas que ça allait nulle part, etc. Stan Smith avait embrassé le concept. Et je crois comprendre que Stan Smith a fait comme quelques centaines de millions de dollars de redevances depuis le lancement de cette basket-là. Je pense que c'était le début des années 80. Donc, quand même pas un mauvais choix. Là, non, ça fait du sens. Des fois, avoir des principes, ça peut être coûteux, hein, quand même, un peu, Pierre-Olivier. Et les Stan Smith, ce sont ces chaussures blanches. Là, oui, pour ceux qui ne connaissent pas, avec du verre. Là, exact, puis, avec les lignes Adidas. Et parlant de style, de mode, c'est la seule paire de baskets, en théorie, qu'on peut porter avec un complet. Alors, quand on regarde les règles sartoriales, la paire de baskets... La Stan Smith, mais il faut qu'elle soit bien blanche. La Stan Smith lavée avec l'effaceur magique Monsieur Net. Je pense que j'en ai 5-6 avec paires de l'eau de Javel. Oui, ça marche. Très intéressant, en tout cas, le marché des baskets. Et petite pensée en terminant, mais un marché de 90 milliards, tu disais, mettons 100 milliards pour faire un chiffron, il y a 9 milliards d'humains sur la planète, ce qui veut dire qu'en moyenne, chaque humain achète pour 10 $ de basket par année. Mais dans les faits, ce que ça révèle, c'est un immense fossé inégalitaire, hein, parce que moi, j'en achète pour peut-être 200, 300 $ par année. Fait que, si la moyenne est à 10, t'as des Francis qui sont bien au-dessus de ça, et beaucoup de gens pour qui c'est une paire de Nike, une paire d'Adidas, c'est un rêve complètement inaccessible. Donc, c'est quand même fou que ce bien qu'on considère un peu comme étant de base là, dans nos pays. Et puis, souviens-toi, moi quand j'étais jeune, je viens de la classe moyenne, puis mes parents, qu'est-ce qu'ils m'achetaient? Toi, qu'est-ce qu'ils t'achetaient, tes parents, comme basket? Des Reebok, je pense. Ah oui, chanceux. Moi, j'avais des Sugi. Sugi, ouais. C'est S-U-G-I. Mais ça fait un retour, ça. On dirait. Ouais. C'était vraiment pas cher. Ça existe encore, puis c'est comme devenu genre... parce que tu parles des dad shoes et tout, puis en fait, tout ça, là, on est rendu profond dans notre espèce de trou, là, mais ça correspond à une nouvelle tendance qu'on appelle, ce que je crois, normcore, là. Tu sais, cette idée d'être, tu sais, s'habiller dans des friperies, mettre des gros souliers, des grosses running shoes qui sont pas belles ou effilées ou particulièrement élégantes, mais tu sais, puis
les Sugi, on dirait que ça fit un peu dans cet esprit-là. Ça nous ramène dans les années 90. Il y a un retour de la popularité de ça. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. Y a pas de quoi. On se retrouve la semaine prochaine. Ah, l'argent, ça vous angoisse? Affrontez vos peurs avec le balado Dans vos poches. Francis Gosselin brasse les idées et encaisse les faits. On retrouve notre ami Ghislain Larochelle qui nous dit qu'on peut économiser 25 000 $ sur une hypothèque comme ça. Zazou Magie Ping, comment fait-on pour sauver 25 000 $? C'est souvent une question de détails qui sont ignorés. Exact. Mauvais termes, mauvaise négociation, pénalité mal comprise, les petites erreurs qui coûtent cher. Tu as fait un article là-dessus. Ghislain, passe-nous un peu à travers justement les principales choses qu'il faut absolument pas oublier pour sauver un peu d'argent, voire beaucoup d'argent. Ben, juste pour en revenir aux 25 000, c'est simple. Si tu as une hypothèque de 300 000 et tu réussis 25 ans d'amortissement, tu réussis à négocier à 4 % au lieu de 4,5 %, mais sur toute ton hypothèque, l'amortissement de ton hypothèque, c'est là qu'on va sauver 25 000. Les gens pensent, 0,5, c'est pas beaucoup, là, mais... Je te confirme que c'est beaucoup. C'est beaucoup, 25 000 à l'autre bout là, pour aller le chercher au complet. Et souvent, les gens hésitent à changer de banque. Hey, j'aime ma banque, je suis bien avec ma banque, puis là, trouve une autre banque Est-ce que tu as 25 000 $ d'amour pour cette banque-là? Ouais, ben c'est ça. Puis quand il va arriver un défi, ben la banque, elle, c'est des chiffres. Là. Même si ça fait 25 ans que tu es avec elle va pas t'aimer en retour. Non, pas du tout. Fait que le refinancement, aller négocier, souvent, qu'est-ce que je dis tout le temps? D'aller chercher un courtier hypothécaire. Parce que le courtier hypothécaire va être capable d'aller voir 15 banques. Surtout si tu as un dossier un peu compliqué, mettons un travailleur autonome, tu as travaillé la moitié de l'année, tu as des salaires, tu été malade, etc., ben, le courtier hypothécaire va être capable d'aller te chercher un meilleur dossier. Et combien ça coûte, tout ça? C'est dit gratuit. C'est gratuit avec un courtier hypothécaire. Je connaissais déjà la réponse. Oui. Il ne faut jamais poser une question dont on ne connaît pas la réponse. Je blague. Fait que c'est gratuit, puis... c'est gratuit. La banque paye le courtier, la banque paye, elle est ravie de le faire. Là. Nous autres, on l'a pas à payer à travers nos frais. Puis l'avantage, c'est que quand tu vas avec un courtier, ben s'il va avec 4-5 banques, mettons, pour proposer ton dossier, ben t'as pas d'analyse de code de crédit qui est faite à chaque fois. Tandis que si c'est toi qui te déplaces, mettons, tu dis, OK, je m'en vais à banque numéro 1, je m'en vais à banque numéro 2, je m'en vais à banque numéro 3, tu te fais faire 3 soumissions, là, ils vont passer ta carte de crédit ça et va tu perds des points. Fois, tu perds quelques Exactement, points, effectivement. Ouais. Bon, je vais te relancer. Je vais faire comme un effet de miroir, parce que moi, étant le gars qui parle de cash dans cette grande maison de Québécois, tout le monde me pose la question, est-ce que je devrais prendre un taux fixe ou un taux variable en 2026? Puis je leur dis toujours, je donne pas de conseils, voici comment je raisonne l'affaire. Toi, tu campes de quel côté dans ce vaste débat idéologique? C'est une très bonne question. Ouais. C'est une très bonne question. Et présentement, je suis du côté variable. Okay? Du côté variable parce que je m'attends peut-être une petite baisse de taux qui va arriver en 2026, mais pas beaucoup. Avant, quand on est dans l'immobilier avec des immeubles, on est tout le temps du côté fixe. Mais la maison personnelle variable. Explique-moi. Parce que ça sécurise pas les revenus, mais les dépenses. Si tu as des partenaires avec toi, ça sécurise aussi. Fait que tout le calcul, tu le fais une fois, voici pour 3 ans, pour 5 ans. Les investisseurs, les partenaires savent exactement qu'est-ce qu'il y a. Deuxième question, 3 ans ou 5 ans? Ça va dépendre de qu'est-ce que tu prévois faire. Comme moi, je prévois vendre mon chalet sous peu. Fait que c'est sûr que j'irai pas avec un 5 ans, mais aller 1 à 2 ans. Fait que ça, mettons quelqu'un là, qui voudrait mourir dans cette maison-là, tu prends le plus long terme? C'est plus avantageux selon toi? Moi, je vais avec le taux plus bas. Le taux le plus bas. Fait que si le 3 ans est plus bas, je prends le 3 ans. C'est ce que je viens de faire, moi, personnellement. J'essaie juste d'avoir un petit peu de validation externe. Puis j'ai un autre chalet que je viens de le renouveler justement pour 3 ans, moi aussi. Bon, on parlait de choses à ne pas négliger là, en termes de frais. Puis bon, tu viens de parler d'échéanciers puis peut-être de moments de vie. Un des trucs qui peut coûter cher, qui est
qui est un coût souvent qu'on voit moins passer, mais c'est les pénalités de remboursement anticipé. C'est-à-dire, si on met un terme à l'hypothèque avant son échéance, il y a des frais parfois assez significatifs, plusieurs milliers de dollars, ça peut être. Comment est-ce qu'on doit réfléchir à ça? Est-ce que ça se négocie? Plus ou moins, je te dirais. La pénalité, c'est dans le contrat, puis t'as pas l'affaire à négocier. Faut que tu penses à l'avance. Comme je te disais, si tu es en train de vendre, si tu veux vendre, si tu veux grossir de maison, si tu veux refinancer, ben, tu penses à l'avance pour dire, OK, je prends 1 an, 2 ans, 3 ans. Quand tu es dans le variable, la beauté de la chose, c'est que c'est 3 mois d'intérêt. Comme présentement, je suis en train de vendre un immeuble, un chalet, et c'est 3 mois, c'est 1081 fois 3 que je vais devoir payer parce que je suis dans le variable. Quand tu es dans le taux d'intérêt fixe, mais là, c'est la différence entre le taux actuel et le taux que tu as, que tu vas avoir de paiement, mais c'est tout le temps le plus élevé des deux. Fait que soit le 3 mois ou soit la différence d'intérêt que la banque va perdre en constant ton hypothèque. Puis ça se négocie pas. On peut pas dire à la banque, moi, cette clause-là, la seule façon de le négocier, en tout cas que j'ai trouvé à travers mon expérience, c'est d'aller reprendre une hypothèque avec la même banque. Okay. Fait que si tu étais avec la banque numéro 1... Mais ça, c'est de la négociation après les faits. Là, mettons, c'est ça. Fait que, que tu refinances, au lieu de rester avec, au lieu de t'en aller, mais tu restes avec, tu peux aller renégocier. Dans les faits, je sors un peu de notre trame, mais on peut-tu négocier ça, un prêt hypothécaire? Comme, y a-tu des banques qui sont comme, je sais pas, mettons, par exemple, la clause de remboursement anticipé, là, j'aimerais ça pouvoir remettre à un moment donné tant de 1000$, là, j'attends un héritage ou je sais pas, je vais avoir mon bonus de fin d'année au mois de mai, j'aimerais ça pouvoir mettre 20 000$. Est-ce qu'on peut demander à la banque d'ajouter des clauses ou c'est comme la banque qui ont leur contrat, leur template? Dans mon expérience, puis je n'ai eu des centaines d'hypothèques, c'est quelque chose que j'ai jamais négocié parce que c'est rare que je vais aller rajouter de l'argent sur une hypothèque. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais j'ai pas la réponse. Il y a des clauses de même, là, je donnais cet exemple-là, mais tu sais, des clauses de remboursement anticipé, des clauses de je sais pas quoi. Qu'est-ce que je vais aller négocier? C'est le taux d'intérêt, le terme et bien sûr le montant de la mise de fonds qui est requis. Fait que c'est les 3, ce qu'on négocie souvent. Souvent, tu es capable d'aller chercher un 10-15 mettons, tu as un héritage, comme tu dis, que tu es capable d'aller le chercher plus, d'en donner plus. Je ne l'ai jamais fait. Fait que j'ai pas la réponse. Toi, mettons, c'est intéressant ce que tu as dit. Mettons là, que je te donnais 50 000 là, demain matin, tu n'irais pas rembourser par anticipation une hypothèque? Non, parce que souvent, qu'est-ce que je ferais? Je le prendrais puis je l'investirais dans un autre projet. Tu racheter un autre projet. Mais juste pour revenir un peu en arrière, quand on change d'institution financière, il faut pas repasser devant le notaire. Ben oui. Oui. Ben oui. Mais c'est ça, je pense que ça aussi, ça constitue un frein parce que les gens comme moi, tu sais, qui ont une petite hypothèque tranquille avec taux fixe, aucun risque ou presque, on n'a pas envie de repasser devant le notaire. Mais par contre, quand on passe parce que ça coûte 1500 ben, 2000 c'est ça, ouais, exactement. C'est ça, et puis, je sais qu'il y a quand même certaines institutions financières qui sont prêtes à payer le... Exactement, oui, il y en a qui vont payer oui, il y en a notaire, qui payent. pour t'attirer. Pour t'attirer, c'est ça. Mais quand même, des fois, le trouble, tu sais, de repasser devant le notaire. Mais ça dépend. C'est soit 1500 ou c'est gratuit, mais tu économises 25 000. Lequel t'aimes mieux? 25 000. Écoute, on va dire 25 000. Ghislain, pour quelqu'un qui serait déjà propriétaire, là, qui arriverait, mettons, au terme d'un cycle de 5 ans, mettons, à partir de quel moment il faut commencer à y penser plus sérieusement? Moi, je vous dis de commencer à partir de 6 mois. 6 mois avant, tu commences à magasiner, tu commences à regarder, tu commences à préparer ta paperasse, aussi à te préparer pour tes un revenus, renouvellement. tes dépenses. Là, parce surtout si tu as, mettons, des cartes de crédit qui sont pleines, si tu as un prêt qui est à veille de terminer, là, fait que, puis tu es capable d'aller le payer, tu vas le payer. Parce que plus ta cote de crédit, moins ton ratio d'endettement va être élevé, plus que tu as de chance d'avoir un meilleur terme, un meilleur taux, je veux dire. Je confirme parce que j'ai négocié il y a 2 semaines à peu près mon prêt hypothécaire en suivant vos conseils scrupuleusement et puis l'invité qu'on avait eu ici. Donc après ça, j'ai téléphoné, mais j'ai réussi à négocier un meilleur taux d'intérêt parce que j'ai fait valoir que j'avais un très bon dossier de crédit. Je leur ai dit, écoutez, ma cote de crédit c'est tant, alors offrez-moi quelque chose de mieux. Puis ils ont baissé, écoute, je deviens dur en affaires. Ils ont baissé de 0,1. Ouais. Non, ils m'ont baissé de 0,20. Ah, je suis passée de 4,4 J'ai aussi vécu ça récemment. J'étais fière de moi. Je vais t'avouer, Emmanuel, ça m'a un peu fait un petit sourire.
la dame, là, parce que c'est une dame dans l'institution financière, elle me dit, ben voici le taux. Tu sais, puis je suis comme, ah ouais. Je suis comme, me semble que c'est élevé, là. Tu sais, j'ai dit, je peux pas faire mieux. Tu sais. Oui. Puis elle a dit, ouais. Puis là. 30 secondes après, tu sors le chèque. Ouais, ben genre, moi, c'était 0.1. C'était 4,09, j'ai eu 3,99. Mais c'est pas grave. Je me dis juste combien d'emprunteurs font juste, OK, c'est 4,09. Oui. OK. Moi, tu sais, ça a l'air de rien, mais si je suis ton calcul de tantôt, à la fin du terme, mais quand même, ça va quand même être, par tâche de 0.1, c'est quand même 5 000 $. Je veux dire, avez-vous envie de laisser 5 000 $? À la table? Juste de poser la petite question. Puis là, des fois, on est comme gênés. Au Québec, là, on n'est pas des grands négociateurs. Mais c'est ça, c'est comme quand on négocie les assurances. Quand tu reçois ton renouvellement, tu vas l'accepter sans nécessairement. Mais des fois, juste, même si tu n'as pas envie de changer d'assureur, tu prends le téléphone et tu dis, ben là, pouvez-vous faire quelque chose? C'est la phrase magique. Mais les taux d'intérêt sont très négociables. Surtout quand tu es capable d'aller sur d'autres banques, mettons Multiprêt ou les courtiers hypothécaires, puis tu vois leur taux, tu es capable de tourner. Tu as des arguments de négociation. Très bons arguments. Moi, je pense que la prochaine fois que je renouvelle une hypothèque, je vais dire, moi, je vous offre 2%. Là, tu pars bas un peu. Ouais, mais tu sais, toujours partir anchor, tu sais, partir bas, puis là, c'est trouver un juste milieu. Peut-être que je vais finir à 2,75. C'est carrément mais honnêtement, il y a de la marge, mais il y a personne qui paye 3% en ce moment, pour être juste bien clair. Ça tourne autour de 4, les prêts assurés un petit peu moins, mais ça reste autour de ça. Merci beaucoup, Ghislain. Toujours intéressant. Emmanuel, je me tourne vers toi. Pour de vrai, je ne savais rien de tout ça. Fait que tu vas faire œuvre utile et pédagogique aujourd'hui avec moi. On parle souvent du REER. C'est un outil connu. On en parle à l'émission presque à chaque semaine. Mais beaucoup moins du REER de conjoint. Puis honnêtement, je suis à moitié c'est quoi, puis je suis très honnête avec toi, je sais pas comment ça marche. En matière d'optimisation fiscale, de planification de la retraite, apparemment, selon ton article, très utile et sous-utilisé. Explique-nous déjà en mots simples, c'est quoi un REER de conjoint? Et écoute, d'abord, je suis contente d'apprendre que je vais t'apprendre quelque chose, justement. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis un être perfectible, que voulez-vous? Mon Dieu, perfectible. Et justement, le REER de conjoint, le principe, c'est simple. On utilise ses propres droits de cotisation pour verser de l'argent dans le REER de son conjoint. Alors, le conjoint, qu'est-ce que c'est? Le conjoint, c'est la personne avec qui on est marié ou uni civilement, ou alors le conjoint au sens conjoint de fait, mais au sens fiscal. Ça veut dire que ça fait au moins 12 mois qu'on vit sous le même toit de façon, 12 mois consécutifs, ou alors qu'on vient d'avoir qu'on a un enfant avec le conjoint. Donc c'est uniquement dans le REER de cette personne-là qu'on peut cotiser. Combien on peut cotiser? Comme je le disais, on utilise ses propres droits de cotisation, pas celle de la personne qui va recevoir la cotisation. Donc habituellement par année, ça représente 18% de ses revenus pour un maximum de 33 800 $, je pense. De REER. De REER, exactement. Évidemment, de ce montant-là, il faut retrancher les cotisations qu'on a déjà faites dans son propre REER. Et puis, on ajoute à ce montant les droits de cotisation inutilisés des années antérieures. Encore une fois, puisqu'on utilise ses propres droits de cotisation, même si la personne, même si notre conjoint ne gagne aucun revenu, c'est pas grave parce que même si cette personne-là n'a pas de droit de cotisation, en fait, on va utiliser les nôtres. Donc ça, c'est bon à savoir. Mais c'est un cadeau qu'on fait là. Oui. Donc, oui. Mettons, moi, je gagne 50 000, j'ai 9 000 $ de droits de cotisation. J'en mets 4 000 pour moi, là, puis là, mettons, j'ai de l'argent. Là, je décide d'en mettre 5 000 dans le REER de mon conjoint. Mais là, c'est mon conjoint, ma conjointe qui en est propriétaire. Oui, là, c'est ça. C'est un cadeau. Là, oui et non, ça, on va y revenir plus tard. Par contre, tu vas bénéficier de la déduction d'impôt. Oui, je comprends. C'est ça. Donc, ça va... Mais le REER va être à son nom. Le REER est à son nom. Donc, techniquement, ça lui appartient. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est si on se sépare, qu'est-ce qui se passe? Dans le cas des couples mariés, habituellement, c'est le principe du partage du patrimoine familial qui s'applique. Et donc, on va probablement récupérer les cotisations. Mais pour les conjoints de fait, puis même les conjoints en union parentale, zip. Donc, on récupère pas ces montants. Donc, ce qu'on peut faire, c'est un contrat de vie commune dans lequel on peut prévoir, par exemple, que si on se sépare, on peut récupérer ces idéalement, ces contrat droits-là. de vie commune notarié. Parce que faire ça sur une napkin au Tim Hortons ça un dimanche matin, ça vaut pas grand-chose. Ça vaut rien du tout. Dans quel type de couple c'est particulièrement pertinent, ce genre d'arrangement-là?
Mon Dieu, écoute, ça, c'est difficile à dire, mais le fait, au niveau fiscal, au niveau fiscal, mettons, c'est ça. Monsieur, madame gagne 100 000, monsieur ne gagne rien. C'est parce qu'il faut voir les choses vraiment. Premièrement, tu bénéficies de la déduction d'impôt immédiatement, sur ton année fiscale, mais il faut voir ça à long terme. Donc évidemment, on fait ça avec une personne avec qui on pense rester longtemps, le père ou la mère de ses enfants, parce que c'est un petit fling d'un soir. Ouais, c'est ça. Hey, je cotise à ton REER de conjoint. Chérie, c'était le fun hier soir, voici un REER. Mon Dieu. Non, il faut voir ça à long terme. À la retraite, ça va être très avantageux parce que ça va permettre de lisser l'impôt, finalement, sur 2 têtes au lieu d'une. Parce que compte tenu du système fiscal canadien et québécois, qui est un système progressif, en général, l'impôt est moins élevé sur 2 salaires, sur 2 revenus moyens qu'un seul gros qui représentait... C'est mieux de gagner 2 fois 50 000 qu'une fois 100 000. Ouais, c'est une forme de fractionnement. C'est ça permet d'équilibrer en fait les revenus de retraite et donc de lisser l'impôt sur 2 têtes au lieu d'une seule. Okay. Et donc c'est une des raisons essentiellement pour lesquelles c'est intéressant, c'est vraiment à long terme. Okay. Moi, je l'ai fait dans mon cas, quand ma conjointe, elle a eu les enfants. On a décidé qu'elle ne retournait pas travailler. C'est qu'est-ce que je faisais? On séparait mes REER en 2. J'en mettais pour elle, j'en mettais pour moi. Puis après ça, quand elle a recommencé à travailler, là, qu'est-ce qu'on a fait? On mettait chacun de notre côté des REER. Oui. Fait qu'au moins, elle a une bonne partie de REER qui était accumulée. Elle avait une base, puis elle a commencé à fructifier tout ça. Mais ce qu'il faut savoir aussi, il y a la fameuse règle des 3-31 décembre. Donc, si le conjoint dans le REER... La fameuse. Oui, si la rencontre d'un soir qui a eu la chance de bénéficier d'un REER de conjoint, c'est ça. Si ce montant est retiré par la personne qui en bénéficie dans l'année de la cotisation ou dans les 2 années suivantes, eh bien, c'est le cotisant, c'est-à-dire la personne qui a cotisé, qui a versé l'impôt qui a versé la cotisation dans le REER de conjoint, qui, lui, va devoir payer la facture fiscale. Donc, c'est ça, double peine. Faut vraiment avoir de la confiance. Oui, c'est vraiment la règle des 3-31 décembre. Au-delà de ça, c'est la personne qui retire l'argent qui va payer l'impôt. Assurez-vous de passer au moins 3-31 décembre. J'aurais envie de dire, passer 3-31 décembre avant de faire ça. Puis après ça, vous prendre 3-31 décembre. C'est 6-31 décembre. C'est une nouvelle règle que je viens d'inventer là, en live. Est-ce que c'est pertinent? Je veux dire, tu vas me dire que oui, mais tu sais, les gens travaillent plus longtemps, bon, tout ça, on en parle souvent, là, tu sais, la notion de l'âge, de la retraite et tout, mais je me demande, tu sais, est-ce que justement de faire ça pour un couple qui serait plus âgé, est-ce que c'est aussi pertinent? Un peu moins, d'après ce qu'on m'a dit, parce que d'abord, il reste moins de temps devant nous pour justement utiliser au maximum cette stratégie là pour équilibrer les revenus de retraite, et puis de toute façon, à partir de 65 ans, on va pouvoir justement fractionner une partie des revenus et éventuellement partager ces fonds de pension gouvernementaux. Il y a une dernière petite chose peut-être que je voudrais mentionner, c'est, admettons que notre conjoint soit plus jeune que nous, ça peut être intéressant parce que l'âge maximal auquel on peut cotiser à son REER, c'est le 31 décembre de l'année de ses 71 ans. Mais, admettons, j'ai 70 ans, mon conjoint en a 65. J'ai encore 6 ans devant moi pour continuer à cotiser au REER du conjoint. C'est ça. Et profiter des déductions d'impôts qui viennent avec, même si moi, je ne peux plus le faire. Donc je peux le faire dans le REER de conjoint. C'est présupposé qu'à 70, 71, 75, on gagne encore un revenu. Là, exactement. Et puis que ça soit intéressant d'avoir des déductions aussi. Ou quand tu as des gros revenus de retraite, je ne sais pas, des fonds de pension, plus des REER. Est-ce qu'on peut retirer d'un REER puis le mettre dans le REER de son conjoint, mettons? C'est comme un peu fou. Oui, je présume qu'il va y avoir une facture fiscale quand même, parce que dès que tu fais un retrait du REER, à moins que ce soit un RAP ou un retour aux études, on va payer. Dans le cas, je reviens un peu là-dessus, pour qui, j'ai l'impression que dans le cas notamment d'un couple où il y aurait de grandes disparités de revenus, on est presque fou de ne pas faire ça, là, ultimement. Là. Si on compte rester avec la personne, parce qu'on va, mettons, je prends des chiffres de 100 000, là, je sais c'est beaucoup, mais tu vas avoir quand même un gros retour d'impôt. Tout à fait. Puis là, au retrait, ben là, ton conjoint qui, mettons, qui travaille pas, là, ben, va presque pas payer d'impôts. Fait que c'est très avantageux quand il y a des grandes disparités entre les deux revenus. Tout à fait. Ça permet vraiment d'équilibrer. Ouais. Puis, comme Ghislaine le disait, bon, toi, tu as cotisé au REER de conjoint de ta femme quand vous avez eu des enfants. Oui. C'est ce que recommandent aussi les planificateurs financiers. C'est une question d'équité aussi parce que c'est pas toujours évident pour les couples de le faire non plus parce qu'on en parlait la dernière fois, mais
prestations de maternité, congé de parental, on gagne beaucoup moins, donc on n'a pas nécessairement l'argent pour cotiser au REER de conjoint, c'est clair, mais si on peut le faire, c'est une bonne chose. Sinon, l'autre bonne chose qu'on peut faire quand on a des enfants, c'est cotiser au REER, régime d'épargne études enregistré, parce que c'est un excellent régime. Cotiser où on a... à toutes. Oui, jetez votre argent. Jetez pas. Non, parce que c'est ça, le REER, c'est un des meilleurs régimes avec ça, 30% de subvention, donc c'est une des meilleures choses qu'on peut faire. Moi, les REER, vous savez, on en a déjà parlé. Oui, toi, tu détestes les REER. Les REER, c'est t'aimes comme, ça. ah ouais, take my money, les REER. Là, tes enfants, ils vont pouvoir faire... Je max mon REER, les tes amis. enfants vont pouvoir faire des post-doctorats. Harvard, rien de Cambridge. J'ai des attentes très élevées. Oui. C'est aujourd'hui l'anniversaire de Théodore. Il a 11 mois. Bonne fête. Bonne fête de 11 mois. Harvard. Merci à vous deux. Merci à vous deux, évidemment. Toujours un plaisir. On retrouve notre invité dans un instant. Il s'agit de José Messier de l'Ordre des CPA. On va parler, c'est la saison des impôts. C'est toujours des bons trucs qu'on se parle, mais c'est quoi les conseils? Est-ce qu'on doit faire affaire justement avec un comptable et ou un CPA? C'est pas la même chose, hein? Ça fait quelques épisodes qu'on en parle. Donc, restez à l'écoute. On se retrouve dans un instant. Dans vos poches. On accueille notre invité comme prévu, notre ami, nos amis, de l'Ordre des CPA. On est aujourd'hui avec José Messier, qui est CPA, évidemment, comme c'est ça le concept. Hein. Elle est directrice pratique et développement professionnel, fiscalité à l'Ordre des CPA du Québec. Et on voulait parler, c'est un peu, encore une fois, la continuation de ce qu'on fait depuis quelques semaines. C'est la fameuse saison des impôts. On se prépare, on réfléchit à tout ça. C'est toujours un bon moment aussi pour réfléchir à sa situation financière de manière générale, José. Peut-être commencer de manière justement avec quelques éléments. Là. Qu'est-ce qu'il faut pas oublier ou quels sont les conseils là, pour vraiment faciliter la saison des impôts telle qu'elle se dessine cette année? Le premier conseil qu'on donne aux gens, c'est de penser à leurs besoins pour la saison des impôts qui arrive. De penser à quelles ressources, comment est-ce qu'ils vont procéder pour la saison des impôts. Trouver la bonne ressource pour faire leur déclaration, leur rapport d'impôt. Rassembler ses papiers. Pensez à rassembler ses papiers. Souvent, les papiers peuvent se retrouver en ligne, comme par exemple les T4. Bien, les employeurs ne les postent plus maintenant. Donc, de penser en ligne, d'aller chercher les documents, regrouper tous les reçus, tous les reçus de placement, les crédits d'impôt, les reçus. Les dons. Les dons de charité, que vous avez parlé dernièrement aussi. Oui, on en fait toujours quelques petits par-ci par-là. Essayer de retrouver tout ça. Ouais. Exactement. Donc, réfléchir à son besoin pour la saison et penser à comment bien s'équiper pour la saison qui arrive. On enregistre ça. La date limite pour mettre l'argent dans un REER est derrière nous maintenant. Oui. C'est quoi les échéances là, pour faire le rapport d'impôt? On a jusqu'à quand? Donc, on a jusqu'au 30 avril pour tous les particuliers, à l'exception des travailleurs autonomes qui ont jusqu'au 15 juin. Toutefois, les travailleurs autonomes doivent déjà avoir payé pour le 30 avril le montant qui est dû avec leur déclaration d'impôt du 15 juin. Fait que tu peux faire ta déclaration plus tard, mais il faut que tu aies payé. Fait que typiquement, tu devrais pas mal avoir une certaine idée de combien tu dois. De faire une bonne estimation. Il vaut mieux payer un petit peu plus pour avoir un remboursement que de payer moins et d'avoir à payer des pénalités, des intérêts. Ouais. Plusieurs contribuables, évidemment, même des particuliers, choisissent de faire leur rapport d'impôt par un CPA. On le dit, la saison des impôts, c'est particulier c'est dans plusieurs pays comme ça, mais tout le monde au Canada veut faire ses impôts dans une courte période qui va du début mars à la fin avril. Est-ce qu'il y a des CPA qui traînent comme ça sur le trottoir? On peut s'en trouver un facilement. Je blague, mais j'imagine que vous êtes tous et toutes très occupés. Comment ça fonctionne pour trouver quelqu'un qui a du temps et qui a envie de prendre notre dossier? Une des façons de faire qu'on recommande au public, c'est il y a le bottin des CPA sur le site de l'Ordre des CPA qui permet de faire une sélection par région, par ville, où se situent les CPA qui font de l'impôt des particuliers. C'est même possible aussi de sélectionner une case qui prend... pour trouver un CPA qui prend encore des clients. Donc, c'est vraiment une belle ressource. Donc, les CPA eux-mêmes peuvent dire « je suis open for business, là, j'ai encore de la disponibilité », puis ils vont mettre ça sur le site de l'Ordre. Tout à fait. C'est un outil un peu marketing pour eux aussi, j'imagine, en même temps. Oui, en même temps, mais ça permet au public de trouver une ressource pour leurs besoins. Aussi, pour exemple, pour les successions,
l'outil peut être utilisé à plusieurs C'est ça, usages. évidemment. Et plus on a un dossier complexe, plus c'est probablement recommandé là, de passer par un CPA. Est-ce que toi, qui fait ton rapport d'impôt, Emmanuel Grill? Une CPA, mais justement, CPA? j'avais perdu mon CPA, CPA, mais j'en ai Je te pose même pas la question, vu les CPA fiscalistes. les 42, c'est ça. C'est une armée de personnes qui travaillent pour Ghislain, évidemment, non, blague. Il y a quand même beaucoup de gens, j'ai pas de chiffres à vous proposer, mais j'ai l'impression, autour de moi notamment, de gens qui tentent d'utiliser des outils pour faire ça eux-mêmes. Il y a évidemment des outils qui sont plus formels. Là. On peut acheter des trousses là, pour faire ses impôts, surtout quand on a une situation fiscale simple. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire. Des gens de plus en plus aussi qui utilisent l'intelligence artificielle pour faire leurs impôts. José regarde vers le ciel. Est-ce que lors d'une posture officielle à cet égard-là? Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle ne peut pas faire de déclaration d'impôt. Okay. Et c'est on doit utiliser les formulaires prescrits du gouvernement. Évidemment. Donc, on peut soit le faire à la main ou soit utiliser un logiciel homologué par les autorités fiscales. Donc, ceci étant dit, l'intelligence artificielle ne peut pas faire de déclaration d'impôt. Ce qu'on a noté avec l'intelligence artificielle, c'est qu'il donne des conseils, mais les conseils ne sont pas exactement précis selon les besoins de la personne. Donc, ce qu'on a noté aussi dans des observations, c'est que l'intelligence artificielle donnait une liste de crédits disponibles, alors sans faire de lien avec l'admissibilité de la personne dans l'outil. Donc, vous dites qu'elle ne fait pas, mais j'aurais envie de dire, là, puis sans être trop provocateur, pas encore. Là, je veux dire, il viendra peut-être un temps dans les prochaines années où on va mettre le formulaire, mettre ces quelques PDF, puis ça va. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez alors, dans votre pratique? Tous les métiers col blanc sont quand même un peu sujets à cette révolution, là, je me permets d'utiliser le mot. Comment vous voyez ça? Ouais? L'ordre se questionne beaucoup sur l'avancement de l'intelligence artificielle dans le cadre de l'exercice de notre profession. Mais pour le moment, on n'en est pas rendu au niveau des déclarations d'impôts. Il faut faire attention aussi parce que nos données fiscales sont très, très confidentielles. Et il faut faire attention lorsqu'on met ça. Avant de dropper tout ça dans un serveur hébergé aux États-Unis, mettons. Ce qu'on remarque aussi souvent, c'est quand on fait des recherches, enfin, je l'ai expérimenté souvent, mais quand on fait des recherches sur avec l'intelligence artificielle, quand on fait des requêtes en français, ça ne va pas nécessairement nous donner les données pertinentes pour le Québec. On va souvent être envoyé dans des sites français qui ne correspondent pas du tout à la réalité fiscale ou autre du Québec. Alors ça aussi, c'est un problème. Oui. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est que l'intelligence artificielle amène notamment vers des sources françaises, mais aussi vers des articles, des sources de synthèse, mais non pas vers les sites des autorités fiscales, l'Agence du revenu du Canada et Revenu Québec, ce qui est problématique à notre avis. C'est comme une interprétation parfois qui peut être pas tout à fait exacte. Je reviens un peu sur la question de l'accès, là, parce que moi, j'ai un comptable comme entrepreneur qui fait accessoirement mes rapports d'impôt personnels. C'est un peu comme ta situation. Es-tu un peu dans cette situation-là aussi, Emmanuel? T'es travailleur autonome? Oui, travailleuse autonome. Je ne veux pas rentrer dans ta vie privée. Non, mais ma fiscalité est probablement moins compliquée que la vôtre. Mais quand même, la question pour José, c'est toute la question justement de l'accès. Là. Il y a pénurie de main-d'œuvre, ça touche aussi le milieu de la comptabilité. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de se trouver un CPA? Vous avez dit, on peut passer par le site. Est-ce que j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui disent, mon CPA a pris sa retraite. Puis là, j'en trouve pas, parce que c'est normal, là, le vieillissement de la population, baby boom et tout ça. Est-ce qu'on peut facilement et simplement avoir accès? Est-ce que vous sentez que les Québécois ont accès facilement à un CPA? Si 9 millions de Québécois voulaient un CPA demain, est-ce que vous fournirez à la demande? De là, l'importance de se prendre d'avance en prévision de la saison des impôts. Souvent, le CPA, lorsqu'il termine sa saison d'impôts, s'il sait qu'il va prendre sa retraite, il va l'annoncer un petit peu d'avance. Au moins un an d'avance. Il est vraiment professionnel. Donc, il va l'annoncer d'avance. Donc, c'est pour ça que les contribuables doivent se prendre d'avance pour trouver une ressource selon leurs besoins à court et moyen terme pour se trouver un CPA pour les appuyer pour la saison des impôts. Hey, moi, mon rapport d'impôt était fait avant la fin février. Je voudrais juste vous dire ça. Bravo. Bravo. On est fiers de toi. Je suis gentil avec mon CPA. Comme ça, j'ai dit, gars, voici toutes les choses. Fais ça avant que le tsunami te tombe dessus. Puis là, il était super content. Fait que voilà, c'est. Mais est-ce qu'il y a une enveloppe brune aussi qui vient avec? Pas d'enveloppe brune. En tout cas, s'il y en avait une, je le dirais pas en ondes. J'imagine bien. Blague à part. Combien ça coûte un CPA? Y a-tu des normes? Y a-tu des prix standards?
avez-vous une liste de prix, un menu? Non, il y a la tarification n'est pas quelque chose qui est régi par l'Ordre des CPA. Par contre, ce qu'on invite la population à faire, c'est lorsqu'ils rencontrent leur CPA, de poser les questions, de savoir quels sont les services qui sont inclus, de demander par écrit une estimation des coûts, ce qui est inclus, ce qui n'est pas inclus, et ensuite de ça, peut-être discuter avec d'autres CPA pour comparer les services, les tarifs. Aussi demander à notre entourage des recommandations de CPA avec qui ils font affaire. Si, admettons, puis c'est pas une question de faute, mais mettons qu'on, je sais pas, la documentation est incomplète ou que le CPA, je sais pas, c'est pas une question de blâme, là, mais mettons qu'il y a quelque chose qui cloche avec le rapport d'impôt pour quelque raison que ce soit. C'est quoi les attentes raisonnables qu'on doit avoir envers le CPA? Est-ce que c'est que cette personne-là prenne en charge, appelle l'ARC, Revenu Québec, attendre 1 heure au téléphone? J'aimerais un peu vous entendre. Mettons que je fais mon rapport d'impôt, je fournis ce que je peux ou ce que je pense devoir fournir à mon CPA, puis que pour une raison ou une autre, j'ai un avis de cotisation qui est différent de ce à quoi je m'attendais. Qu'est-ce que je devrais dire ou quelles devraient être mes attentes là, envers la personne? Donc, ça revient à ce que je disais un petit peu plus tôt, à savoir quels sont les services qui sont inclus avec la production du rapport d'impôt. Est-ce que ça inclut le suivi de l'avis de cotisation, s'il y a un différent entre la déclaration produite versus l'avis de cotisation? Ensuite de ça, il faut discuter avec le CPA. Ensuite de ça, qui va prendre en charge le suivi de l'avis de cotisation? Est-ce qu'il est mon représentant professionnel autorisé pour communiquer auprès des autorités fiscales? Donc, ça serait une des choses à voir avec le CPA. C'est effectivement une bonne chose à voir. Moi, en tout cas, il l'est, puis j'en suis fort heureux parce qu'il n'y a rien que j'aille plus que d'appeler à l'ARC. Fait que je suis comme, ça te dirait pas, cher Richard, d'appeler à l'ARC, d'attendre 1 heure au téléphone? Je finis par payer, j'imagine, mais bon, c'est dans une enveloppe globale. On a eu quelques semaines un collègue, André Boulet, là, qui nous parlait, bon, peut-être justement de nouveautés. Bon, en quelques minutes, là, en fin de rencontre avec vous, José, rappelez-nous un petit peu, là, pour ceux qui auraient peut-être raté cet épisode-là, qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qu'il faut penser là, à ne pas oublier pour son rapport d'impôt en 2026? Il y a plusieurs éléments qu'on retrouve comme nouveauté cette année. Le livre de M. André Boulet, « Réduisez vos impôts », qui a été écrit en collaboration avec l'Ordre des CPA. Et qui est mis à jour. Et qui est mis à jour à chaque année. Qui est mis à jour à chaque année. Est un excellent outil d'accompagnement pour les gens qui n'ont pas recours à un CPA. Okay. Donc, c'est vraiment un outil essentiel pour être en mesure de bien faire ses déclarations d'impôts à l'aide d'un logiciel, parce que le logiciel ne connaît pas votre situation précise. Donc, ce qu'on recommande aux gens, c'est de bien se documenter, d'être au courant des nouveautés. Le livre indique clairement les nouveautés. Cette année, il y a plusieurs nouveautés fiscales qui sont prévues au fédéral, notamment la baisse du taux pour la première tranche d'imposition, qui est passée de 14 à 15 le 1er juillet pour le revenu en bas de 57 375. Il y a eu une indexation aussi du côté du fédéral et du Québec au niveau des paliers d'imposition. Il y a eu une indexation aussi. Qui ont été réélevés. Fait que si votre salaire n'a pas augmenté, en principe, vous devriez payer moins d'impôts. Exactement. Puis le passage du 15 au 14, il est survenu, vous l'avez dit, à mi-année. À mi-année. Fait que dans les faits, c'est 14,5. Le taux effectif, c'est ça. Mais à partir de l'an prochain, ça va être 14. Exactement. D'un autre côté aussi, l'ARC a prévu un nouveau crédit compensatoire pour compenser, comme il le dit dans le crédit, pour compenser pour la baisse du taux de 15 à 14 pour éviter que des gens, suite à cette baisse du taux, puissent perdre l'admissibilité à certains crédits d'impôt non remboursables. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, si vous êtes dans ces tranches de revenus-là, ça peut s'appliquer à vous. Exactement. Très bien. Bon, donc, finalement, si on veut, on fait affaire avec un CPA, c'est toujours mieux. C'est ça la morale de l'histoire. C'est la recommandation. Ouais. Puis on s'assure qu'ils aient suivi les judicieux conseils en fiscalité de madame parce qu'elle en est la directrice de la pratique. Merci beaucoup, Josée. C'était pratique et intéressant de vous avoir en studio. Puis on va se retrouver pour de prochains épisodes avec des gens de l'Ordre des CPA pour mieux comprendre ce qui se passe en matière de comptabilité, en matière de fiscalité. Donc, merci encore une fois. Puis on se retrouve très bientôt. Et puis à vous tous et toutes à la maison, je vous dis évidemment, vous aussi, merci
merci. Merci d'être à l'écoute comme à chaque semaine. Si vous voulez davantage d'informations sur les sujets qu'on a couverts, allez voir sur le site de l'Ordre. Ça, c'est une première chose. Mais sinon, vous pouvez aussi nous écrire, vous pouvez aussi commenter en dessous des vidéos ou ben moi, là, votre victime éternelle, francis.gosselin@quebecormedia.com. Vous m'envoyez toutes vos bonnes et mauvaises énergies. Je suis là pour ça. Je salue l'équipe de Cube en studio, évidemment, pour la production et tout ce qui l'entoure. Si ça vous tente de vous lancer dans le balado, vous aussi, sachez que ces studios sont disponibles pour vous. Et si tout simplement vous avez envie de devenir notre partenaire, notre commanditaire, notre sponsor, vous pouvez aussi le faire. Tout ça à la même place, pub@cube.ca. Le balado est disponible en vidéo et en audio sur l'application cube.ca, Spotify, Apple, YouTube, qu'est-ce que j'oublie? Partout, dans toutes les bonnes maisons de distribution de balado. Et puis évidemment, vous savez que vous pouvez regarder dans vos poches à la radio et à la télé. C'est tous les week-ends, le samedi et le dimanche en rediffusion. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine et de nouvelles aventures.